Bonjour à tous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, un cours sur le bonheur chez Kant dans la critique de la raison pratique, à moins que ça soit dans la fondation de la métaphysique des mœurs. Qu'est-ce que vous avez sur votre texte? Fondement de la métaphysique des mœurs. Très bien. Alors, j'avais expliqué la dernière fois la distinction capitale entre le concept et l'idée. Le concept correspond à une intuition sensible. C'est la manière dont l'entendement va produire, à l'aide de catégories, des données générales permettant de penser un phénomène, un objet. Je vais vous donner un exemple très particulier. Qu'est-ce qui fait la différence entre une voiture et le concept de voiture? Eh bien, une voiture, c'est un phénomène, c'est un objet sensible que je peux percevoir. Le concept de voiture, c'est l'ensemble des caractères généraux qui se rapportent à l'ensemble des voitures. Okay. C'est grâce à ça que je peux penser, tout simplement. Je pense par généralité. J'intuitionne du particulier. J'ai l'intuition sensible de choses particulières, d'objets particuliers, singuliers même, mais je ne peux penser que par généralité. Et donc vous comprenez la différence entre la voiture et le concept de voiture. Le concept de voiture, c'est l'ensemble des caractères généraux et communs à l'ensemble des voitures. On peut dire la même chose d'un chien et du concept de chien. C'est pas la même chose. Ce chihuahua particulier, singulier même, n'est pas le concept du chien. Ok. Et il y a un certain nombre de... comment dire ça? Il y a un certain nombre d'idées, on ne peut pas dire autrement qu'idées. Il y a un certain nombre d'idées qui sont produites par la raison, qui ressemblent à des concepts, au sens où ce sont des abstractions, au sens où l'idée tend à la généralité, voire à l'universalité, mais contrairement au concept, l'idée ne correspond à aucune intuition sensible singulière. Autrement dit, alors que pour tout concept, il y a une intuition sensible qui lui correspond, okay. J'avais dit au cours précédent que l'intuition sensible, c'était la matière de la pensée. Le concept, c'était la forme de la pensée. L'idée est une forme sans matière. C'est-à-dire que c'est une catégorie générale, mais qui ne correspond à aucune intuition singulière. L'idée de Dieu permet vraiment de comprendre cela chez Kant. Je crois que j'en avais parlé un tout petit peu au cours précédent. Le rapport entre morale et religion et bonheur. J'ai en moi l'idée de Dieu, je peux avoir l'idée de Dieu en moi. Cette idée peut même avoir un sens. En revanche, pourquoi Dieu n'est pas un concept? Ça, je pense que vous pouvez répondre à cette question. Pourquoi c'est pas un concept? Oui. Exactement, personne n'en a. Alors, sauf cas rarissime qui repose plus sur la conviction subjective d'ailleurs que sur l'objectivité. Parce que ce qui caractérise l'objectivité, c'est, comme en science, la reproductibilité de l'expérience sensible. Alors que je peux avoir, tout le monde peut avoir une intuition sensible de la voiture, rares sont ceux qui ont eu une intuition sensible de Dieu, encore moins, si on est chrétien, de Dieu le Père. Okay. Il y a en moi l'idée de Dieu, je peux formuler cette idée, là, c'est même, dit Kant, une idée de la raison, mais il n'y a pas de phénomène sensible qui correspondent directement, immédiatement, à l'objet
Dieu. Dieu n'est pas un objet sensible. Ok. Ce qui signifie que Dieu n'est pas un objet de connaissance au sens strict, je ne peux pas en avoir de concept. Dieu est un objet de foi, d'espérance. C'est l'idée, d'après Kant, j'y reviendrai peut-être, euh, c'est l'idée qui va donner un sens au phénomène de la conscience morale, mais Dieu n'est pas présent comme euh, un sentiment, comme un objet dans le monde. Alors, ce qui va faire tout l'intérêt de la notion de bonheur, si on lit Kant, c'est que c'est vraiment une notion bâtarde, au sens strict du terme, hybride. C'est à la fois un concept, puisque tous les éléments qui me permettent de penser ce qu'est le bonheur sont tirés de l'expérience sensible. Okay. C'est un concept empirique qui est dérivé de l'expérience, qui correspond à une intuition donc sensible. Cette intuition, c'est celle du bien-être. Okay. Et d'un autre côté, si j'ose dire, en même temps, c'est une idée. C'est une idée. Et quelle est cette idée du bonheur? Cette idée, c'est l'idée d'un maximum de bien-être qui durerait toujours. Non pas éternellement, car tout a une fin, mais qui durerait jusqu'à la mort. Au fond, quand on imagine ce qu'est le bonheur, c'est précisément un maximum de bien-être qui durerait toute la vie. Et évidemment, cette idée ne correspond, dans les faits, à aucune intuition sensible possible. Dans l'expérience, le bonheur n'est pas cet état de félicité qui durerait toujours. Et contrairement à la loi morale, et c'est ce que va expliquer Kant, je vais relire le texte, ne vous inquiétez pas, mais contrairement à la loi morale qui est une idée de la raison, le bonheur est une idée de l'imagination. Autrement dit, pour Kant, autant je peux euh, savoir objectivement ce que contient la loi morale. La rationalité, c'est tout le but de mon cours sur la morale, la rationalité permet de découvrir quelles sont les lois de la raison. Autant dans le cas du bonheur, puisque c'est un idéal de l'imagination, je ne peux qu'imaginer ce qui me rendra heureux. Okay. Je sais rationnellement ce qui me rendra bon, ce qui me rendra bon moralement. Je ne sais pas ce qui me rendra heureux parce que le bonheur n'est pas un idéal produit par la raison, mais un idéal produit par l'imagination. Alors, je relis le texte, ça va s'éclairer. Soyez attentifs quand Kant dit concept et lorsque Kant dit idéal ou idée. Vous allez comprendre, vous n'êtes pas du tout dans le même registre. Je relis le texte est page 1, il me semble. Ouais. Mais par malheur, le concept de bonheur est un concept si indéterminé que, malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. La raison en est que tous les éléments qui font partie du concept du bonheur sont, dans leur ensemble empirique, c'est-à-dire qu'ils doivent être empruntés à l'expérience, et que cependant, pour l'idée du bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future, est nécessaire. Tous les éléments qui font partie du concept
Cependant, pour l'idée du bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent étant toute ma condition future est nécessaire. Or, il est impossible qu'un être fini, comme nous tous, hein, si perspicace et en même temps si puissant qu'on le suppose, se fasse un concept déterminé de ce qu'il veut ici véritablement. Veut-il la richesse? Que de soucis, que d'envie, que de pièges ne peut-il pas, par là, attirer sur sa tête? Il suffit de lire un roman d'Agatha Christie. Une veuve riche entre dans la pièce. 20 pages plus tard, elle est morte. Veut-il beaucoup de connaissances et de lumière? Peut-être cela ne fera-t-il que lui donner un regard plus pénétrant pour lui représenter d'une manière d'autant plus terrible les maux qui jusqu'à présent se dérobent à sa vue et qui sont pourtant inévitables, ou bien que chargés de plus de besoins encore ses désirs qu'il a déjà bien assez de peine à satisfaire. Comme disent les Anglais, ignorance is bliss, c'est-à-dire la bêtise fait le bonheur, ou l'ignorance fait le bonheur. Les types et les typesses intelligents sont rarement les gens les plus heureux du monde. Et ce que dit Kant, c'est que certes, la culture peut être un idéal noble, digne d'être poursuivi, mais plus on en connaît sur le monde, plus on peut être dégoûté par le monde. Comme disait Aragon, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Veut-il une longue vie? Au passage, c'est le type qui écrit Qu'est-ce que les Lumières? C'est le philosophe le plus éminent du courant des Lumières qui dit vous voulez vraiment les Lumières? Ça ne vous rendra pas forcément heureux. Okay. Veut-il une longue vie? Qui lui répond que ce ne serait pas une longue souffrance. Il suffit de voir ce que c'est qu'un EHPAD. Veut-il du moins la santé? Que de fois l'indisposition du corps a détourné d'excès ou aurait fait tomber une santé parfaite. Alors, Kant est un être chétif et donc prudent. Les types qui pètent le feu sont aussi ceux qui prennent le maximum de risques et qui finissent à l'hôpital, hein, à Garches, au service des amputés. J'aime bien ce cours sur le bonheur finalement. Bref, il est incapable de déterminer avec une entière certitude, d'après quelques principes, ce qui le rendrait véritablement heureux. Pour cela, il lui faudrait l'omniscience. Alors, le film que j'aurais dû vous montrer peut-être, c'est pas du tout Scarface. Scarface est un excellent film, mais c'est plutôt l'un des premiers films, si ce n'est peut-être le premier film de Michael Mann. Qui connaît Michael Mann? Heat, Robert De Niro, Al Pacino, une histoire de braquage. Le dernier des Mohicans, des Indiens qui courent en string dans la forêt canadienne. Euh, Alors, c'est son premier film, Le Solitaire, et c'est quelque chose de fascinant parce qu'il y a des échos kantiens dans ce film qui sont extraordinaires. Ça raconte l'histoire d'un cambrioleur professionnel. Le titre original, c'est Thief. Donc c'est James Caan qui joue le personnage principal. C'est un type qui sort de longues années de prison. Il sort de tôle, il a une quarantaine d'années. Et en fait, il a passé son incarcération à se demander ce que serait sa vie à l'extérieur. Et en prison, il a fait sur une carte postale un collage. Un collage de sa vie idéale, de ce qu'il imagine être sa vie idéale. Alors c'est typiquement le rêve américain. Hein. On se croirait dans une publicité Canigou. Il y a une maison, une femme, un chien, voilà, et une pelouse. Ok. Et une voiture, évidemment, une Mustang. Et pour couronner le tout, évidemment, un enfant. Okay. Et
tout le film va, en fait, on va se rendre compte qu'il va tomber amoureux d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et il va tout faire d'une certaine manière pour faire coller la réalité, empirique, dirait Kant, à cet idéal de l'imagination, cet idéal auquel il s'est accroché en prison, cet idéal qui a donné un sens à sa vie pendant probablement plus d'une dizaine d'années. Il a fait vraiment une longue peine de prison. Et c'est ça qui va, en fait, entraîner catastrophe sur catastrophe, puisque il n'arrivera jamais, spoiler, généralement les films de Michael Mann sont rarement joyeux, c'est un cinéaste extraordinairement romantique, et quand on est romantique, ça se finit très mal. Euh, il n'arrivera jamais à faire coller la réalité à cet idéal. Et c'est exactement ce que dit Kant. On peut très bien imaginer qu'il y a des biens en soi qui sont dignes d'être poursuivis, qui vont nous rendre heureux. On sait que la pauvreté, c'est pas forcément la meilleure manière d'être heureux. Être pauvre, c'est pas la meilleure manière d'être heureux. Et donc, on va chercher la richesse. On sait que être inculte et bête à bouffer du foin, c'est pas forcément la meilleure chose pour être heureux. Et donc, on va chercher à se cultiver. On va chercher à prendre soin de sa santé. On va chercher à être prudent pour vivre le plus longtemps possible, etc., etc. Et Kant dit, au fond, oui, ce n'est pas rationnel de poursuivre ces idéaux-là, simplement, c'est le mieux qu'on puisse faire. On ne peut qu'imaginer que cela nous rendra heureux, et ce, sans aucune certitude. Et c'est assez intéressant parce que autant Kant est féroce dans sa critique des préjugés quand il s'agit de la morale, autant il va dire sur la question du bonheur, on est livré aux préjugés. Comment être heureux? On ne peut que se fier aux préjugés de la société, aux préjugés de nos parents, aux préjugés d'une culture, d'un type de société. Okay. Je poursuis la lecture du texte. On ne peut donc pas agir pour être heureux d'après des principes déterminés, mais seulement d'après des conseils empiriques, qui recommandent par exemple un régime sévère, l'économie, la politesse, la réserve, etc. J'ai pris le parti contraire, et pour le moment ça marche plutôt pas mal. Toute chose qui, selon les enseignements de l'expérience, contribue en thèse générale, pour la plus grande part, au bien-être. Il suit de là que les impératifs de la prudence, à parler exactement, ne peuvent commander en rien, c'est-à-dire représenter des actions d'une manière objective comme pratiquement nécessaire. Des actions d'une manière objective comme pratiquement nécessaire, c'est la définition que Kant donnait du devoir moral. Et donc ce que Kant est en train de nous dire, c'est que le bonheur ne peut pas être un devoir. Il n'y a pas de devoir d'être heureux, précisément parce que dans le devoir, on sait ce qu'il faut faire. Pour le bonheur, va savoir. Le problème qui consiste à déterminer d'une façon sûre et générale quelle action peut favoriser le bonheur d'un être raisonnable est un problème tout à fait insoluble. Il n'y a donc pas à cet égard d'impératif qui puisse commander, au sens strict du mot, de faire ce qui rend heureux, parce que le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination, fondé uniquement sur des principes empiriques, dont on attendrait vainement qu'il puisse déterminer une action par laquelle serait atteinte la totalité d'une série de conséquences, en réalité infinies. Ça aussi, c'est très intéressant. Je ferai une petite synthèse après. La morale se fout des conséquences pour Kant. Et c'est la raison pour laquelle, au fond, quand on agit moralement, on n'a pas à se préoccuper d'une série infinie de conséquences après l'acte moral. L'acte moral est bon en soi. Le bonheur, pas du tout. Quand j'agis pour être heureux, j'agis en visant un but, mais quand j'agis au moment où j'agis, je ne peux pas savoir si cette action, je ne peux pas savoir avec certitude
si cette action me rapproche du bonheur ou si, si elle m'en éloigne. Sauf évidemment lorsque je suis muté à Châteauroux. Là, je sais que ça m'en éloigne. Mais globalement, je ne peux pas savoir si telle ou telle action me rapproche ou m'éloigne du bonheur. Voilà, petite synthèse. Petite synthèse pour mettre les choses vraiment en place. Alors, ce caractère hybride du bonheur, concept empirique et idéal de l'imagination. Le caractère hybride du bonheur explique pour Kant qu'il n'y a aucune règle objective permettant de savoir ce qu'il faut faire pour être heureux. Contrairement à ce qui se passe dans le domaine moral, nous sommes livrés aux préjugés. Contrairement au domaine de la morale, nous sommes livrés aux préjugés. Et ce, pour une raison simple. L'acte conforme au devoir moral ne se soucie pas des conséquences. L'acte conforme au devoir ne se soucie pas des conséquences pour Kant. D'autres philosophes, tiens, on verra Mill tout à l'heure, ne sont pas d'accord avec cette conception de la morale. Mill est un conséquentialiste, comme tous les utilitaristes d'ailleurs. Mais l'acte qui prétend me rendre heureux ne se soucie que des conséquences. Lorsque j'agis pour mon bonheur, c'est une action intéressée par excellence, et non pas désintéressée. Or, pour déterminer objectivement mon action, il faudrait que je sache à l'avance toutes les conséquences de mon action sur le bonheur. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Quelles seront toutes les conséquences de mon action sur mon bonheur futur? Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a Tinder, mais à l'époque de Kant, il n'y avait pas Tinder, et on pouvait rencontrer sa femme à la boulangerie. Si on ne s'était pas levé ce matin-là, on n'aurait peut-être pas rencontré son épouse à l'époque. Okay. C'est assez intéressant de voir que l'être humain est toujours à la recherche d'une règle rationnelle, on appelle ça un algorithme, qui permettrait de se caser avec typiquement
la bonne personne, avec ce qui relèverait d'une certaine manière d'un calcul rationnel il y a plein de bouquins de science-fiction qui tournent autour de ça. Vous avez notamment La Nuit des Temps de Barjavel. Et il me semble que c'est aussi l'idée qu'il y a derrière euh, la dernière saison de Westworld sur HBO, cette série de western qui part en sucette après la deuxième saison. Euh, donc, voilà, j'en ai terminé pour Kant. Simplement, conclusion. Il ne peut donc pas y avoir de devoir moral d'être heureux. Le bonheur ne peut pas constituer un devoir moral. Pour deux raisons, et on les a vues. Primo, l'acte moral est désintéressé. L'acte qui vise à me rendre heureux est intéressé. On pourrait dire secundo, mais en fait c'est une conséquence directe de ça. Je désire être heureux, je n'ai qu'une envie, c'est d'être heureux. Je peux pas en dire autant du devoir moral, si vous voulez. Je suis pas un saint, personne, quasiment personne n'est un saint dans cette pièce. Peut-être qu'il y en a, hein. Mais on se lève pas le matin en disant ah il faut que j'agisse moralement, quelles que soient les conséquences. C'est pas un désir ardent en nous, hein. Alors que le désir d'être heureux, globalement, si quoi. Okay. Deuxième point, et véritable deuxième point. Il y a une connaissance objective du devoir moral qui est produit par la raison. Il n'y a pas de connaissance objective du bonheur qui est produite par l'imagination. Donc en fait, il n'y a pas de connaissance du bonheur. Il n'y a pas de connaissance objective, ça veut dire qu'il n'y a pas de connaissance du bonheur. Il peut y avoir des éléments empiriques, mais ça ne constitue pas une connaissance. Alors, oui. Alors, je pense que il y a un problème, effectivement, il y a un problème que Kant ne parvient pas totalement à surmonter. Euh, il va dire, je crois que pour le coup c'est dans la critique de la raison pratique, ou dans la doctrine de la vertu, je ne sais plus. Il va dire, il faut distinguer... euh, bonjour, il est là. Euh, il va dire, il faut distinguer le devoir de perfection et le devoir du bonheur. Et en fait, à un moment, il va parler du devoir du bonheur. Et il va dire le devoir de perfection, c'est un devoir moral, mais dont le sujet et l'objet sont la même personne, c'est-à-dire moi-même. J'ai le devoir moral de développer mes facultés, d'être le meilleur être humain possible. Ce devoir de perfection, c'est un devoir qui s'adresse à moi et qui me prend moi-même pour objet. Okay. Il y a
ce que Kant appelle le devoir du bonheur, et en fait on se rend compte que euh, ce n'est pas un devoir qui s'adresse... enfin, le bonheur dans ce devoir du bonheur, ce n'est pas mon bonheur, c'est le bonheur des autres. Ok. Et Kant va dire j'ai le devoir moral de chercher à contribuer. C'est déjà pas le devoir moral de rendre les autres heureux, c'est de chercher à contribuer au bonheur des autres. Euh, alors, premièrement, Kant a une justification qui est parfaitement acceptable de cette distinction. Il dit je ne peux pas obliger autrui à se perfectionner. Je ne peux pas obliger autrui à se perfectionner précisément. Ce que je crois vous avoir expliqué au début de l'année. Un élève, c'est pas quelqu'un qu'on élève, c'est quelqu'un qui veut s'élever. C'est pas tout à fait la même chose en fait. C'est vraiment une formule que Kant aurait parfaitement adoubée. On ne peut pas forcer quelqu'un à se perfectionner, à s'améliorer. Et donc, c'est un devoir qui ne s'adresse qu'à moi, le devoir de perfection. Est-ce que je peux forcer quelqu'un à être heureux? Non plus. C'est pour ça que Kant va dire j'ai le devoir de contribuer au bonheur des autres. Mais on sent bien que c'est un devoir euh, avec lequel la doctrine kantienne de la morale entrerait assez vite en tension, puisque Kant affirme que l'action morale doit être désintéressée. Okay. Quand je dis qu'il est moral de chercher à contribuer au bonheur des autres, c'est pas une action qui est désintéressée en fait. C'est une action qui est totalement intéressée par le sort des autres. Au sens, c'est selfless, comme diraient les Anglais. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui suis le centre de ce devoir. Ce n'est pas un devoir égoïste. Il n'y a pas de devoir égoïste de toutes les manières. C'est un devoir qui est altruiste. Mais même l'altruisme est une forme d'intérêt. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un souci des conséquences. Il faut que je fasse en sorte que mon action ne nuise pas au bonheur possible. Et on sent bien au bonheur possible d'autrui. Et on sent bien que chez Kant, c'est dans la mesure du possible. Reprenons le cas de l'assassin qui frappe à ma porte parce que il cherche l'ami que j'ai planqué dans ma cave. La controverse avec Benjamin Constant. Kant dit bah faut dire la vérité. Hein. Les conséquences que l'assassinat de mon ami peut avoir sur son bonheur, euh, déjà sur sa vie, a fortiori sur son bonheur, Kant s'en fout à ce moment-là. Il dit que très clairement, il n'est pas moral de mentir, on ne peut pas considérer qu'il y a un droit de mentir par humanité. Il y a... C'est vraiment... La morale kantienne n'est pas très humaine. Il n'y a pas beaucoup de par humanité chez Kant, c'est par devoir. Et l'humanité, parfois on s'assoit dessus. Euh, c'est un débat d'intellectuels. Qu'aurait-il fait Kant? On n'en sait rien. Kant dit bien que de toutes les manières, la sainteté n'est pas franchement de ce monde, que la morale, c'est littéralement un idéal. C'est un idéal, c'est un idéal de la raison pratique, c'est ce qui nous oblige. Mais entre l'idéal et ce qu'on fait, il y a un écart. Hein. Bien sûr que je peux vouloir le mensonge, c'est ce que dit Kant dans la section de la fondation de la métaphysique des mœurs qu'on a lue. Mais je ne dois pas mentir, c'est simplement ça. Euh, ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire. Okay. Euh, le devoir de contribuer au bonheur des autres, déjà, c'est pas le devoir de rendre les autres heureux, puisque si je ne peux pas savoir ce qui me rendra moi heureux, comment pourrais-je savoir ce qui pourra rendre les autres heureux? Euh, et on sent que c'est pas vraiment de l'ordre de la moralité, parce que dès qu'on parle de bonheur, on introduit l'imagination. Et non,
et non de la raison. Comme dirait je ne sais plus quel pirate dans Pirates des Caraïbes, hein, c'est plus un guideline que des lois. C'est plus un guide là qui oriente la raison pratique qu'une loi morale, l'impératif qui me commande de contribuer au bonheur des autres. Alors, fin du cours sur Pirates des Caraïbes. Grand 3, et on va attaquer une partie du cours qui affronte directement la position kantienne. Avons-nous le devoir d'être heureux? On va lire un texte d'Alain, qui est un petit peu le philosophe officiel des classes de terminale. Pour le coup, c'est important que je vous donne le contexte. Alain est un professeur de philosophie qui a passé une bonne partie de sa carrière au lycée Henri IV comme prof en classe préparatoire. 1923. Okay. Alain va voir en 1914 un certain nombre de ses élèves partir au front, et alors que je crois il a une bonne quarantaine d'années et qu'il pourrait très bien s'abstenir de combattre, il va s'engager pendant la Grande Guerre et il va en revenir. Et bon, il n'y a pas d'argument d'autorité en philosophie, mais quelqu'un qui parle du bonheur, qui écrit des propos sur le bonheur après avoir passé un petit peu de temps dans une tranchée, ça a un poids que, effectivement, peut-être les écrits de Kant sur ce qu'il faudrait faire si jamais un assassin frappait à notre porte, non pas. On va lire ce texte, et en fait, Alain, qui est un pseudonyme, va défendre la thèse qu'il y a un devoir moral d'être heureux, ou en tout cas de s'efforcer à l'être. Ce que l'on n'a point assez dit, c'est que c'est un devoir aussi envers les autres que d'être heureux. On dit bien qu'il n'y a d'aimer que celui qui est heureux, mais on oublie que cette récompense est juste et méritée. Car le malheur, l'ennui et le désespoir sont dans l'air que nous respirons tous. En cette période de sinistrose sanitaire, on pourrait mieux dire. Aussi, nous devons reconnaissance et couronne d'athlètes à ceux qui digèrent les miasmes et purifient en quelque sorte la commune vie par leur énergique exemple. Aussi n'y a-t-il rien de plus profond dans l'amour que le serment d'être heureux. Quoi de plus difficile à surmonter que l'ennui, la tristesse ou le malheur de ceux que l'on aime? Tout homme et toute femme devraient penser continuellement à ceci, que le bonheur, j'entends celui que l'on conquiert pour soi, est l'offrande la plus belle et la plus généreuse. J'irais même jusqu'à proposer quelques couronnes civiques pour récompenser les hommes qui auraient pris le parti d'être heureux, car, selon mon opinion, tous ces cadavres et toutes ces ruines et ces folles dépenses, on voit bien de quoi il parle, et ces offensives de précaution sont l'œuvre d'hommes qui n'ont jamais su être heureux et qui ne peuvent supporter ceux qui essaient de l'être. Alors, que dit Alain? Bon, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même densité conceptuelle que Kant, hein, il faut dire ce qui est. Mais c'est vraiment très plaisant à lire aussi pour cette raison-là. Alain dit qu'il y a du mérite à chercher par tous les moyens à être heureux. C'est un réquisitoire contre la fragilité. Alain, si vous voulez, il n'écrit pas à l'époque des micro-agressions, très clairement. C'est quelqu'un qui s'est pris des obus sur la tronche pendant 4 ans et qui dit, pour ceux qui ont survécu, il dit à ceux qui ont survécu, il y a un devoir d'être heureux maintenant. Il y a un devoir d'être heureux. C'est quand même assez fort.
Et pourquoi y a-t-il un devoir d'être heureux? Parce que de la même manière que le malheur contamine l'entourage, le bonheur purifie l'entourage. Oui. Non, il ne faut pas faire semblant, il faut vraiment s'efforcer de l'être. Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, comme on disait. Il faut tout faire pour être heureux. C'est pas seulement une logique de l'apparence, c'est vraiment un type de vie qui vise le maximum d'énergie vitale. Il faut tout faire pour vivre la vie avec le maximum d'intensité. Et en faisant cela, j'arrive tout de suite Antoine, en faisant cela, on n'est pas égoïste. On sauve ses proches. Il n'y a rien de plus désespérant que le désespoir des autres. Quand vous êtes avec quelqu'un qui fait la tronche en permanence, vous allez finir par faire la tronche vous-même. Okay. Antoine. Alors, ouais, je comprends votre question, Antoine. Mais ce que dit Alain ici, c'est que le simple effort pour l'être, le simple fait de dire que maintenant, il y a un devoir de vivre pleinement sa vie, de tout faire pour être heureux, de ne pas céder au désespoir, à la dépression, au caractère macabre et morbide d'une vie qui ne serait plus qu'une survie, c'est méritoire. C'est méritoire. Déjà, il y a une dimension morale dans le simple effort pour être heureux. Et au fond, c'est simplement ce que dit Alain. Alain dit il n'y a rien d'immoral à vouloir être heureux, et même s'efforcer à l'être est moral, parce que en faisant cela, on va contribuer d'une manière ou d'une autre au bonheur des autres. Okay. Chercher son propre bonheur, c'est d'une certaine manière contribuer au bonheur des autres. Ouais. C'est les gens très malheureux qui disent ça. C'est Fabrice Lucchini qui dit ah, une bonne nouvelle, ça peut vraiment me déprimer, surtout quand ça concerne les autres. Moi, vraiment, enfin bon, sauf si ça concerne Laurent Geoffrin et Edoui Plenel, si vous voulez. Je suis pas vraiment, je me réjouis jamais du malheur des autres. Hein. Quand il y a des joies qui sont mauvaises, il y a des joies qui sont mauvaises, qui ne sont pas incompréhensibles, hein. Mais c'est vrai que je me rappelle, vous deviez pas être très vieux, mais j'ai été quand même un peu troublé lorsque Obama a annoncé la mort d'Oussama Ben Laden et que dans les rues de Washington, de New York, de Denver, du moindre bled en fait paumé du fin fond de la Rust Belt, on a entendu USA, USA, USA. C'est-à-dire vraiment l'exultation après la mort d'Oussama Ben Laden. On peut moi, je comprends parfaitement, mais c'est pas une joie, si vous voulez, que Spinoza nommerait bonne. Ce n'est pas. Il y a Nietzsche a un terme. Comment ça s'appelle? C'est un terme allemand, un mot allemand. Excusez-moi, je suis nul en allemand. Je trouve que c'est vraiment une langue qui m'est hermétique. Qui, qui fait de l'allemand ici? Bon,
Le fait de ne pas en avoir fait. euh, ah, la guerre, grosse malheur. Alors, c'est la Schadenfreude. Freude? C'est pas une langue, ça. À chaque fois que je parle allemand, j'ai l'impression d'être dans un film de guerre. Schadenfreude. Hein, ça ressemble à rien. Ça veut dire la joie mauvaise. C'est le plaisir que je ressens au malheur des autres. Par exemple, quand je me fous de la langue allemande, c'est de la Schadenfreude, n'est-ce pas? C'est évidemment un... Bon, c'est le plaisir de l'envieux, si vous voulez. L'envieux qui triomphe de son adversaire, qui triomphe temporairement de son adversaire. Mais au fond, enfin, vous faites des maths, c'est pas parce qu'il y a une soustraction quelque part qu'il y a une addition. Je sais bien que les positions et les rangs sociaux sont relatifs, mais c'est pas parce que quelqu'un s'abaisse à un moment que nous, on s'élève. Oui. Ouais, ouais. Ouais. C'est très juste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comment dire, euh, vous avez vu ma vidéo sur l'État quand je parle, ah, voilà, quand je parle de l'inégalité. Au fond, c'est ça qui est intéressant. C'est que plus une société devient égalitaire, plus les inégalités, enfin, les différences en fait, sont perçues comme des inégalités insupportables. Okay. Certes, il y a des révoltes d'esclaves dans l'Antiquité, certes, il y a des révoltes de serfs, de paysans, il y a des jacqueries au Moyen Âge, mais globalement, on ne peut pas dire que les richesses incommensurablement supérieures d'un seigneur ou d'un évêque rendent malheureux les plus pauvres dans ces sociétés pré-industrielles. La jalousie est le signe d'une égalité ou d'une égalisation. Plus les sociétés s'égalisent, plus la moindre différence va être vécue comme absolument intolérable. Oui. 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 Oui, c'est très juste. Enfin, en tout cas, le Seigneur est vivant, mais ça, pour le coup, c'est très bien expliqué dans plusieurs ouvrages d'économétrie des sociétés médiévales. Euh, Comment ça s'appelle ce bouquin? Le Jardin du voisin, titre qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Euh, je pense que vous avez dû en entendre parler de cet historien. Euh, Attendez, 2 petites secondes. Comment ça s'appelle? Bon, alors évidemment, je ne retrouve pas le titre. Mais en gros, on prend toutes les richesses du Seigneur et on les divise, on les répartit entre les paysans. Tout le monde crève de faim, en fait. Parce qu'il n'y a pas suffisamment à distribuer pour contenir une famine. Oui, mais précisément, c'est l'inégalité initiale qui a permis la recherche, qui a permis le progrès technique. Regardez cette vidéo. À un moment, je prends le cas de la Chine. Comment est-ce qu'on a sorti des centaines de millions de gens de la pauvreté en Chine quand on a arrêté la politique d'égalisation pour développer une inégalité économique voulue.